peine le vacarme du front s'était-il installé que les équipages soviétiques comprirent qu'une nouvelle bête d'acier venait de naître. Une machine si redoutable que même les équipages allemands cessaient de respirer en entendant son tir. Le Su-152 apparaissait comme une silhouette massive au milieu de la fumée. Et chaque fois que son canon rugissait, les tourelles adverses se soulevaient comme si une main invisible les arrachait du blindage. C'était la première fois que les soldats assistaient à une telle scène, et la rumeur se répandit en quelques jours le long de plusieurs centaines de kilomètres de front, créant une aura de puissance presque irréelle autour de cette nouvelle pièce d'artillerie automotrice. Son apparition n'était pas le résultat du hasard. Lorsque les premiers chars lourds ennemis, comme le Tigre apparu au cours de l'année 1943, commencèrent à dominer les champs de bataille, l'état-major soviétique comprit que l'armée rouge manquait d'un engin capable de percer une cuirasse aussi épaisse. Les bureaux de conception reçurent l'ordre de trouver une solution en un délai extrêmement réduit. Les ingénieurs choisirent de monter le canon ML-20 pour 1 sur le châssis déjà éprouvé du KV, une décision audacieuse dictée par l'urgence et par la nécessité de mettre en ligne un véhicule capable de neutraliser les blindés lourds ennemis avant qu'ils n'imposent leur supériorité mécanique et psychologique. La construction de la première série avança à une vitesse que les ouvriers n'osaient même pas imaginer quelques mois plus tôt. Dans les usines, l'unité de tir colossale était si imposante que les techniciens devaient travailler en équipe resserrée, se relayant jour et nuit pour finaliser l'assemblage. Malgré la hâte, chaque soudure était vérifiée avec une rigueur extrême, car aucun défaut n'était acceptable pour une arme qui devait à la fois percer du blindage épais et survivre à la violence de son propre recul. Lorsque les premiers exemplaires quittèrent enfin les chaînes de montage, les équipages comprirent immédiatement qu'ils ne se trouvaient pas devant une simple automitrailleuse lourde, mais bien face à un engin capable de transformer un duel blindé en une démonstration brutale de puissance. Le canon pouvait projeter un obus de grande dimension avec une énergie suffisante pour fracturer les structures internes d'un char lourd ennemi, même sans perforer totalement la coque. Cette capacité stupéfiante, observée dès les premiers tests de tir, déclencha un enthousiasme difficile à contenir parmi les artilleurs. Sur le front, le Su-152 entra en scène durant les combats féroces de la bataille de Koursk. Les équipages, parfois composés de soldats n'ayant que quelques semaines de formation sur le nouveau matériel, découvrirent très vite la méthode qui allait faire la réputation de leur engin. Viser légèrement sous la tourelle d'un char lourd ennemi pour que l'onde de choc traverse brutalement la structure. Le résultat était spectaculaire. Les unités adverses voyaient leur tourelle basculer ou éclater sous l'impact, laissant derrière elles une épave fumante et un silence étrange, comme si le champ de bataille retenait son souffle. Les témoignages des survivants de ces affrontements décrivaient la même scène. Un seul tir, un bruit sec, et l'impression que la cuirasse ennemie se déformait d'un coup, comme si elle avait été faite non pas d'acier, mais d'une matière fragile. Cette réputation se renforça de combat en combat, rendant le Su-152 indispensable dans les contre-attaques soviétiques. Les équipages adverses, habitués à l'idée que leur blindage épais pouvait absorber la plupart des coups, découvrirent qu'ils faisaient face à une arme qui changeait totalement les règles. Pourtant, manier cette machine n'était pas une tâche aisée. L'habitacle exigu, le recul colossal du canon et le poids impressionnant du véhicule exigeaient une coordination parfaite. Lors d'un engagement, chaque membre d'équipage savait qu'il n'avait qu'une fenêtre réduite pour viser, charger et tirer avant que les blindés ennemis ne répliquent. Mais même dans ces moments de tension extrême, les équipages restaient fascinés par la puissance de leur arme. Ils savaient qu'un bon tir pouvait mettre fin instantanément à un duel qui, autrement, aurait pu leur coûter la vie. Au fur et à mesure que les batailles avançaient, le Su-152 s'imposa comme l'une des pierres angulaires de la défense soviétique et, plus tard, de ses offensives massives. Il n'était plus simplement un engin improvisé dans l'urgence, mais un symbole de la capacité de l'industrie soviétique à répondre à une menace critique avec une efficacité fulgurante. Chaque unité qui entrait en service renforçait l'impression que l'équilibre de la guerre blindée venait de basculer. Après les premières démonstrations fulgurantes du Su-152, les commandants soviétiques comprirent que cette machine devait être utilisée d'une manière encore plus audacieuse. Les rapports transmis au quartier général, rédigés par des officiers ayant observé son efficacité lors de la bataille de Koursk,
insistait sur un point essentiel. L'engin n'était pas destiné à une présence passive derrière les lignes, mais à une action directe au cœur des combats, là où les blindés adverses tentaient de percer les formations soviétiques. Cette vision transforma le rôle opérationnel du Su-152, qui devint rapidement l'un des atouts les plus précieux pour briser les attaques ennemies. Sa silhouette massive avançait lentement mais continuellement, souvent escortée par de l'infanterie qui profitait de son blindage épais pour progresser sous un feu nourri. Les équipages savaient que leur mission dépassait la simple élimination d'un char adverse. Ils devaient aussi neutraliser les points fortifiés, abriter l'infanterie des rafales les plus violentes et écraser les nids de résistance que les autres unités ne pouvaient atteindre. Cette polyvalence devint l'une des caractéristiques marquantes de l'engin. On vit fréquemment le Su-152 détruire un bunker d'un tir direct, ouvrant une brèche dans laquelle les troupes soviétiques s'engouffraient presque aussitôt. Dans les combats qui suivirent la contre-offensive d'été, plusieurs unités blindées soviétiques expérimentèrent des manœuvres d'approche inédites. Les équipages avançaient en formation dispersée, profitant du terrain pour masquer leurs mouvements. Une fois en position, le Su-152 se déployait au milieu des chars moyens afin d'obtenir une ligne de feu dégagée. Lorsqu'un blindé lourd ennemi apparaissait, toute l'attention se focalisait sur la pièce principale du Su-152. Le chargeur, habitué à manipuler des projectiles de très grande dimension, travaillait avec une rapidité impressionnante malgré le poids écrasant de chaque obus. Le tireur ajustait aussitôt la hausse et le commandant donnait l'ordre de tir sans jamais laisser la peur s'emparer de l'équipage. Les résultats étaient souvent immédiats. L'impact du projectile produisait un bruit sec, accompagné d'une onde qui résonnait jusqu'à plusieurs centaines de mètres. Les observateurs soviétiques racontaient que certains blindés ennemis semblaient se figer au moment du choc, comme frappés par une force invisible qui en brisait les mécanismes internes. Ce phénomène contribua à renforcer la renommée du Su-152 sur tout le front, au point que les équipages adverses repéraient parfois sa présence avant même de le voir, simplement en entendant la particularité sonore de son tir. Au cours de l'hiver, les conditions climatiques transformèrent les opérations. Le froid extrême durcissait le métal et les routes devenaient impraticables, mais le Su-152 continuait d'être engagé dans des secteurs où les autres véhicules perdaient toute efficacité. Son moteur puissant, bien que mis à rude épreuve, parvenait à maintenir l'engin en mouvement dans des paysages recouverts de neige dense. Les équipages travaillaient en silence, leurs visages rougis par les températures glaciales. Ils savaient que leur tâche était essentielle pour ouvrir des voies dans les défenses adverses qui s'étaient solidifiées avec l'arrivée de l'hiver. Plusieurs opérations de rupture durant cette période illustrèrent parfaitement la valeur de cet automoteur. Lors d'un assaut mené pour reprendre un ensemble de villages transformés en points d'appui ennemis, les commandants soviétiques placèrent les Su-152 en tête de colonne. Leur rôle consistait à démolir les fortifications en bois et en acier qui bloquaient les routes d'accès. Le tir de leurs canons, capable de réduire une construction entière en une fraction de seconde, ouvrait des corridors que les chars moyens utilisaient immédiatement pour pénétrer dans les localités. Cette tactique permit de reprendre plusieurs positions cruciales en un temps étonnamment court. Les équipages commencèrent aussi à maîtriser une forme d'art coordonné avec les unités d'artillerie classiques. Lorsque ces dernières bombardaient les positions adverses à longue distance, les Su-152 avançaient en tirant sur les structures qui restaient intactes. Grâce à cette combinaison, il devint difficile pour l'ennemi de maintenir des lignes de défense cohérentes. Les postes d'observation soviétiques rapportèrent que certains points clés, jugés autrefois imprenables, tombaient désormais en quelques heures, parfois même en quelques dizaines de minutes. On notait également la ténacité des équipages. Ils savaient que l'engin réagissait parfois de manière brutale lors du tir et que le recul du canon pouvait secouer toute la structure. Malgré cela, ils s'entraînaient à coordonner chaque action pour maintenir une cadence de feu suffisante. Dans plusieurs unités, les commandants considéraient leur Su-152 comme le cœur de leur formation, un centre de gravité autour duquel se construisait toute la manœuvre. À mesure que la guerre avançait, le Su-152 gagnait une réputation d'instrument de rupture par excellence. Sa capacité à frapper fort, à détruire en un instant des cibles que d'autres canons ne pouvaient que menacer,
en faisait un élément redouté et respecté par tous ceux qui l'avaient vu à l'œuvre. Lorsque les grandes offensives soviétiques reprirent avec une intensité toujours croissante, le Su-152 se retrouva propulsé dans un environnement où sa puissance devait être exploitée d'une manière encore plus exigeante. Les plaines ouvertes laissaient désormais place à des zones densément construites, des villes où chaque rue devenait un champ de bataille étroit et où chaque carrefour pouvait abriter une position ennemie capable de stopper une avancée entière. C'est dans ces conditions que l'automoteur dévoila une facette de ses capacités qui surprit même les officiers les plus expérimentés. Les premières unités engagées dans les combats urbains découvrirent vite que le Su-152 pouvait transformer une barricade en amas de débris en un seul tir, même si la cible se trouvait derrière plusieurs couches d'obstacles. La puissance colossale de son canon ML-20 pour 1 créait un souffle suffisamment violent pour renverser des murs entiers, ce qui offrait aux fantassins soviétiques des ouvertures soudaines pour progresser. Cette capacité à remodeler l'environnement devint rapidement un atout essentiel, car elle permettait d'éviter les points d'accès trop exposés et de surprendre des positions ennemies qui pensaient leurs flancs sécurisés. Dans plusieurs villes de la région occidentale, les commandants décidèrent d'utiliser ces engins en tandem. 2 Su-152 avançaient côte à côte, légèrement décalés, tandis que l'infanterie suivait à une distance calculée. L'un se chargeait de neutraliser les positions fortifiées visibles, tandis que l'autre frappait les bâtiments d'où pouvaient surgir des unités équipées d'armes anti-chars portatives. Cette méthode permit d'éviter des pertes qui auraient été lourdes si les chars moyens avaient dû mener l'assaut seuls, car ceux-ci étaient beaucoup plus vulnérables aux embuscades organisées dans les ruines. Le secteur industriel d'une grande ville devint le théâtre d'un engagement intense où le Su-152 joua un rôle décisif. Des ateliers et des entrepôts de plusieurs centaines de mètres de longueur avaient été transformés en nids de résistance solides. Les forces adverses utilisaient les hauteurs, les mezzanines et les structures métalliques pour ralentir l'avance soviétique. Les commandants placèrent alors plusieurs Su-152 en ligne, à l'abri d'immenses carcasses de machines. Leur objectif consistait à ouvrir des brèches dans les parois épaisses des entrepôts. Chaque tir provoquait une réaction en chaîne dans les charpentes, faisant s'effondrer des pans entiers de toiture, ce qui contraignait l'ennemi à se replier plus profondément dans la zone. Le travail de coordination entre les équipages atteignait un niveau d'intensité rare. Le bruit assourdissant dans l'habitacle les empêchait presque de s'entendre, mais ils utilisaient un langage gestuel précis qu'ils avaient perfectionné au fil des semaines. Le commandant surveillait les étages supérieurs à travers les meurtrières, tandis que le tireur ajustait constamment l'angle de son canon pour atteindre des cibles situées dans des bâtiments partiellement effondrés. Les chargeurs manipulaient les obus avec une énergie stupéfiante, malgré la poussière, la fumée et la chaleur suffocante générée par les tirs successifs. Au fur et à mesure que l'avancée gagnait en profondeur, les Su-152 se retrouvèrent engagés dans des rues si étroites qu'ils devaient progresser quasi en marche forcée, sans possibilité de pivot rapide. L'infanterie ouvrait la voie en identifiant les menaces immédiates, puis faisait signe aux équipages lorsque les barricades devaient être détruites. Dans plusieurs cas, les automoteurs durent tirer à des distances extrêmement réduites, parfois de quelques dizaines de mètres, ce qui produisait un impact d'une violence inimaginable pour ceux qui se trouvaient dans la rue. Les façades s'ouvraient comme des portes soufflées par une déflagration, et les éclats se dispersaient à grande vitesse. Le rôle du Su-152 ne se limitait toutefois pas à la démolition. Il servait aussi de rempart mobile lorsque l'infanterie devait traverser des zones balayées par des mitrailleuses dissimulées. Les soldats se plaçaient dans l'angle mort du blindage frontal, avançant avec une prudence maximale, tandis que l'automoteur absorbait les tirs qui auraient au de rail stoppé toute progression. Les témoignages de fantassins évoquent souvent le sentiment de sécurité que procurait la présence massive de l'engin, comme une muraille d'acier avançant imperturbablement malgré les impacts incessants. Un épisode remarquable se déroula dans une ville traversée par un fleuve encaissé. Les ponts principaux ayant été détruits, les unités soviétiques durent improviser un passage à travers une zone portuaire encombrée de débris métalliques. Les Su-152 furent alors utilisés pour écraser les obstacles créés par l'ennemi afin de rendre les berges impraticables. Leurs chenilles,
renforcés pour supporter le poids immense du véhicule, parvenaient à pousser des structures entières dans l'eau, ce qui facilitait la progression de l'infanterie sur des couloirs improvisés. Lorsque les forces adverses tentèrent une contre-attaque depuis les hauteurs du quartier voisin, les automoteurs répliquèrent par des tirs soutenus qui dispersèrent les positions tirant depuis les étages supérieurs. Cette séquence montra à quel point l'engin était devenu plus qu'une simple plateforme d'artillerie. Il incarnait une force brute, capable de remodeler le terrain, de soutenir l'infanterie, de briser des défenses élaborées et d'ouvrir des passages là où aucune autre machine ne pouvait s'aventurer. Lorsque les opérations soviétiques s'élargirent vers l'ouest, les Su-152 furent intégrés à des formations bien plus vastes que celles où ils avaient opéré jusque-là. Les offensives couvrant plusieurs centaines de kilomètres exigeaient une coordination rigoureuse entre l'artillerie automotrice lourde, les divisions mécanisées et les unités d'infanterie motorisées. Dans ce contexte, le Su-152 devint un pivot central pour les percées destinées à briser les lignes ennemies successives, souvent organisées en profondeurs successives, comprenant tranchées, fossés anti-chars et canons dissimulés dans des positions minutieusement préparées. La transition d'un environnement urbain vers des zones fortifiées de plein champ imposa de nouveaux défis. Les ouvrages défensifs, établis dans des vallées encaissées ou sur des hauteurs très avantageuses, étaient conçus pour stopper des formations entières. Les états-majors soviétiques attribuèrent alors au Su-152 la tâche de neutraliser les points d'appui les plus résistants. Leurs canons massifs pouvaient pulvériser en un seul tir l'entrée d'un abri souterrain, provoquant l'effondrement partiel de galeries où l'ennemi s'était retranché. Cette capacité se révéla cruciale lorsque les troupes soviétiques durent traverser des secteurs protégés par plusieurs lignes de bunkers espacées de quelques centaines de mètres. Lors d'une offensive menée sur une large plaine traversée par des collines boisées, les Su-152 furent déployés en première vague. Les unités adverses avaient installé des canons anti-chars sur les pentes, profitant de la visibilité étendue qu'offraient ces positions. Pour contrer ces menaces, les commandants soviétiques ordonnèrent aux automoteurs de progresser par bons coordonnés. Tandis qu'un groupe avançait prudemment, un autre restait en position prête à couvrir tout mouvement suspect sur les hauteurs. Cette technique permit de réduire progressivement les défenses adverses en les prenant de vitesse. Les tirs du ML-20 pour 1 frappaient les pentes avec une telle violence que des arbres entiers étaient déracinés ou brisés net, exposant des positions camouflées qui jusque-là semblaient invisibles. À mesure que les Su-152 avançaient, les unités mécanisées en profitaient pour déferler derrière eux. Ce rôle d'arme d'ouverture devint l'une des fonctions essentielles de l'automoteur, dont les équipages avaient acquis une expérience considérable dans la destruction de structures robustes. Les fortifications, souvent construites en béton épais, étaient incapables de résister à la puissance de ces projectiles. Dans certains secteurs, les rapports de reconnaissance soviétiques indiquaient que l'ennemi abandonnait ses positions dès les premières détonations, conscient que rester dans un bunker frappé par un obus du Su-152 revenait à s'exposer à des dégâts catastrophiques. Les opérations de franchissement constituèrent un autre domaine où l'engin fit ses preuves. Plusieurs rivières, gonflées par les crues saisonnières, représentaient des obstacles considérables pour les formations soviétiques. Les Su-152 furent alors utilisés pour neutraliser les points de tir qui dominaient les berges, permettant aux unités du génie de préparer des ponts temporaires sans être exposés aux tirs directs adverses. Les équipages, conscients de leurs responsabilités, surveillaient sans relâche chaque édifice, chaque bosquet, chaque maison isolée où pourraient être dissimulés des observateurs. Un seul tir pouvait réduire à néant un nid de mitrailleuses positionné dans une mansarde ou une casemate construite dans un remblai de terre. Dans une région vallonnée où des villages fortifiés protégeaient l'accès à une route stratégique menant vers une grande capitale, les commandants soviétiques engagèrent plusieurs Su-152 pour mener une attaque simultanée sur des points répartis sur plusieurs kilomètres. Les automoteurs avançaient en formation échelonnée pour maintenir une puissance de feu constante. Lorsque les premières habitations furent atteintes, l'ennemi répliqua avec intensité, utilisant une combinaison de tirs croisés pour ralentir l'assaut. Les Su-152 répondirent aussitôt en détruisant les nœuds de résistance. Leur capacité à ouvrir instantanément des brèches dans des bâtiments en pierre
permit aux sections d'infanterie de contourner les défenses sans s'exposer directement au feu. La progression dans cette zone révéla également la valeur du blindage du Su-152. Bien que les équipages fussent conscients que leur engin n'était pas invulnérable, sa capacité à absorber des tirs de moyenne intensité permit à plusieurs unités de survivre à des embuscades qui auraient pu anéantir des véhicules plus légers. Sur une route encaissée où des canons ennemis attendaient le passage d'une colonne soviétique, un Su-152 reçut plusieurs impacts frontaux. L'équipage, secoué mais indemne, parvint à répondre avec un tir précis qui fit exploser la position adverse, ouvrant la voie à toute la formation. Les dernières phases de l'avancée soviétique virent les Su-152 jouer un rôle stratégique encore plus marqué. Ils participèrent à des percées massives visant à isoler des groupes ennemis en retraite. Leurs tirs puissants permettaient de détruire des convois, d'interrompre des mouvements de repli et de bloquer des routes cruciales. À mesure que les lignes adverses se désorganisaient, l'automoteur devint une arme de pression constante, obligeant l'ennemi à abandonner des positions pour éviter d'être pris sous le feu direct de cette machine redoutée. Alors que les forces soviétiques approchaient des frontières orientales de l'Allemagne, le rôle du Su-152 prit une dimension encore plus cruciale. Les unités adverses, bien qu'affaiblies, concentraient leurs dernières réserves dans des bastions où la résistance atteignait un niveau d'acharnement rarement observé auparavant. Les zones industrielles, les faubourgs fortifiés et les collines renforcées de positions improvisées se succédaient sans répit. Dans ce contexte, les Su-152 furent engagés dans des opérations où leur puissance devait être exploitée à son maximum pour briser les dernières lignes qui protégeaient les approches des grandes villes. Les premiers engagements dans cette nouvelle phase révélèrent des défenses profondément ancrées dans le terrain. Des positions installées dans des carrières abandonnées, protégées par des talus et des murs de pierre massifs, servaient de refuge à des unités déterminées à ralentir l'avance soviétique. Les Su-152 furent alors déployés en formation serrée afin de concentrer leurs tirs sur des points précis. Chaque impact soulevait des nuages de poussière qui recouvraient toute la zone, rendant la visibilité presque nulle, mais les équipages continuaient leur avancée méthodique. Leur détermination à neutraliser ces poches de résistance permit de dégager plusieurs axes essentiels pour les unités motorisées. En progressant vers des régions plus densément peuplées, les Su-152 durent franchir de longues lignes de villages transformés en forteresses. Les rues étroites et les maisons en briques épaisses constituaient des obstacles redoutables. Les commandants décidèrent alors de manœuvrer en combinant les tirs directs avec des avancées coordonnées de l'infanterie. Les automoteurs prenaient position dans les vergers, derrière des murets ou au pied de collines, utilisant le relief pour protéger leurs flancs. Une fois en position, ils visaient les niveaux inférieurs des bâtiments fortifiés, provoquant l'effondrement de structures entières et empêchant l'ennemi de maintenir ses tirs croisés. L'un des épisodes les plus marquants de cette période se déroula lors de l'assaut d'un carrefour stratégique, situé au centre d'un bourg aux maisons serrées. Ce carrefour contrôlait plusieurs routes menant vers une grande ville que les Soviétiques cherchaient à atteindre avant que les renforts adverses ne s'organisent. Les forces ennemies avaient établi des positions dans des maisons solidement construites, renforcées avec des poutres métalliques et des sacs de gravats. Pour réduire cette défense, 3 Su-152 furent placés en ligne à la lisière d'une zone boisée. Le premier tir fit éclater la façade d'une grande bâtisse. Le second projeta une onde qui souleva les décombres et brisa la résistance des défenseurs cachés derrière les murs encore debout. Le troisième atteignit une position de mitrailleuse installée à l'étage d'un bâtiment, permettant à l'infanterie soviétique de progresser sans subir un tir en enfilade meurtrier. Les derniers kilomètres menant à la capitale furent marqués par un terrain accidenté, parsemé de ruines industrielles. D'immenses cheminées effondrées, des rails tordus par les bombardements et des carcasses métalliques obstruaient les routes. Les Su-152 reçurent alors la mission de dégager ces axes. Leur poids colossal écrasait les débris les plus massifs et leurs canons détruisaient les constructions encore debout où l'ennemi tentait de se retrancher. Cette avancée se déroula sous un feu constant, provenant de hauteurs situées à la périphérie de la ville. Pour contrer ces tirs, les équipages tiraient en cloche avec une précision surprenante, frappant les abris depuis des angles que l'ennemi jugeait inaccessibles. L'entrée dans les zones extérieures de la capitale marqua l'un des sommets de l'engagement du Su-152.
Les défenses s'y révélaient particulièrement organisées, utilisant à la fois les bâtiments officiels, les installations ferroviaires et les quartiers résidentiels transformés en labyrinthes défensifs. Les automoteurs avançaient en restant constamment en contact avec les éclaireurs, qui signalaient les emplacements d'armes lourdes ou de groupes embusqués. Dans une gare abandonnée, un Su-152 fut placé face à un dépôt dont les portes métalliques avaient été barricadées. Un seul tir ouvrit un passage suffisant pour permettre aux troupes de pénétrer dans le bâtiment et d'éliminer les derniers défenseurs. Les combats culminèrent dans les secteurs les plus densément bâtis. Les rues étroites obligeaient parfois les Su-152 à se déplacer en reculant pour trouver un angle de tir. Les équipages, épuisés mais déterminés, savaient que ces opérations étaient les dernières dans lesquelles leurs machines allaient être engagées. Dans un quartier administratif aux immeubles massifs, l'un des automoteurs reçut l'ordre de détruire une position retranchée dans un bâtiment d'angle. Le tir provoqua l'effondrement complet de la structure, libérant la voie à l'infanterie qui se rua dans les rues adjacentes. Peu après la chute des derniers centres de résistance, les Su-152 furent retirés du front actif. Leur mission, commencée dans l'urgence et poursuivie à travers des centaines de kilomètres de bataille, arrivait à son terme. Les équipages quittèrent leur véhicule avec un mélange de fierté et d'épuisement, conscients qu'ils venaient d'achever le parcours d'une machine qui avait profondément marqué les opérations auxquelles elle avait pris part.